Il existe une règle non écrite à Wall Street, une règle que les initiés se chuchotent dans les couloirs feutrés des gratte-ciel de Manhattan. Ne regardez jamais ce qu'ils disent, regardez uniquement ce qu'ils font. Pendant des années, les médias financiers grand public, CNBC, Bloomberg, le Wall Street Journal, vous ont répété la même rengaine. Ils vous ont dit que l'argent métal était une relique barbare. Ils vous ont dit que c'était un investissement mort, volatile, risqué. Ils vous ont dit de mettre votre épargne dans le S&P 500, dans les obligations d'État, dans les crypto-monnaies à la mode. Ils vous ont dit de faire confiance au système. Mais pendant qu'ils vous distrayaient avec ces narratifs rassurants, l'acteur le plus puissant, le plus connecté et le plus impitoyable de la finance mondiale préparait silencieusement le plus grand hold-up de l'histoire moderne. Je parle de JP Morgan Chase, la banque de Jamie Dimon, le pilier du système bancaire américain. La plupart des gens pensent que JP Morgan déteste l'argent métal. Après tout, c'est cette banque qui a été condamnée à payer près d'1 milliard de dollars d'amende pour manipulation des marchés des métaux précieux. C'est elle qui, pendant une décennie, a inondé le marché de contrats short, vente à découvert, pour écraser le prix chaque fois qu'il tentait de se relever. Pour l'investisseur moyen, JP Morgan est l'ennemi. C'est le gardien de la prison qui empêche le prix de l'argent de s'envoler. Mais c'est là que réside la grande illusion. C'est là que se trouve le piège mortel dans lequel 99% des investisseurs sont tombés. Et si je vous disais que JP Morgan n'a pas écrasé le prix de l'argent pour le détruire, mais pour l'acquérir? Et si je vous disais que cette suppression artificielle des prix, qui dure depuis 2011, n'était qu'une gigantesque campagne d'accumulation à prix cassé? Aujourd'hui, nous allons exposer la stratégie du tsunami de l'argent. Nous allons vous prouver, chiffres à l'appui, pourquoi JP Morgan, l'entité qui a le plus profité de la baisse de l'argent, est désormais positionnée pour profiter d'une hausse, non pas de 50% ni de 100%, mais de 500%. Nous parlons d'un argent métal à 150 $, voire 200 $ l'once. Et le plus terrifiant, c'est que JP Morgan a déjà verrouillé les issues. Quand ce tsunami frappera, ils seront sur l'arche de Noé. Et vous? Serez-vous à bord ou serez-vous emporté par la vague? Bienvenue dans cette enquête exclusive sur la main invisible de JP Morgan. Pour comprendre où nous allons, nous devons revenir au point de départ du crime. Avril 2011, l'argent métal touche presque 50 $ l'once. C'est la panique chez les banquiers centraux. Si l'argent casse ce plafond, il expose la faiblesse du dollar américain à une époque où l'économie mondiale sort à peine de la crise de 2008. C'est à ce moment précis que le cours s'effondre violemment. Drive-by shooting sur le marché des futurs. En quelques jours, l'argent perd 30% de sa valeur. Les petits porteurs sont ruinés. Le narratif s'installe. La bulle a éclaté. Mais dans l'ombre, quelque chose d'étrange commence à se produire. Juste après ce crash, JP Morgan ouvre son propre coffre-fort pour les métaux précieux à New York. Jusqu'alors, ils utilisaient les coffres des autres. Pourquoi construire une forteresse capable de stocker des centaines de millions d'onces si l'on croit que l'argent est un actif mort? Les données du COMEX, la bourse des matières premières de New York, racontent l'histoire que personne n'a voulu lire. En 2011, les stocks d'argent physique éligibles de JP Morgan étaient négligeables, presque zéro. Puis, année après année, mois après mois, alors que le prix de l'argent stagnait ou baissait, une ligne sur le graphique a commencé à monter verticalement, les réserves physiques de JP Morgan. En 2012, ils commencent à accumuler. En 2015, ils accélèrent. En 2018, ils possèdent la plus grande réserve d'argent physique privée de l'histoire de l'humanité. Selon les analystes les plus pointus du secteur, comme Ted Butler, paix à son âme, qui a passé sa vie à étudier les rapports de la CFTC, JP Morgan a profité de sa position dominante pour shorter le papier, faire baisser le prix artificiellement, tout en ramassant le physique avec l'autre main. C'est le crime parfait. Imaginez que vous sachiez que vous allez acheter une maison. Vous avez le pouvoir de faire croire au marché que le quartier est dangereux, infesté de termites et invendable. Le prix de la maison s'effondre. Vous l'achetez pour une bouchée de pain. Et une fois que vous avez les clés, vous annoncez soudainement que le quartier est le nouveau Beverly Hills. C'est exactement ce que JP Morgan a fait avec l'argent métal. Aujourd'hui, on estime que JP Morgan détient directement ou via ses mandats de dépositaire pour le Trust SLV, iShares Silver Trust, entre 800 millions et 1 milliard d'onces d'argent. Faites le calcul. À 30 $ l'once, c'est une fortune. Mais à 150 $ l'once, c'est un transfert de richesse qui ferait passer le PIB de certains pays pour de la petite monnaie. Ils n'ont pas accumulé cette montagne de métal pour la vendre à 30 $. Ils ne l'ont pas accumulée pour gagner quelques centimes. Ils se préparent à un changement de paradigme monétaire. Ils se préparent à ce que nous appelons le grand reset des actifs tangibles. Vous devez comprendre la logique implacable de cette stratégie. JP Morgan joue les deux côtés de l'échiquier
D'un côté, ils sont le custodian, le gardien, du plus grand ETF argent du monde, le SLV. Quand les investisseurs achètent du SLV pour s'exposer à l'argent, les fonds sont gérés par BlackRock, mais c'est JP Morgan qui garde le métal dans ses coffres, à Londres et New York. Cela offre à JP Morgan une vision globale, une vue imprenable sur le marché. Ils savent exactement combien de métal entre, combien sort et qui sont les acheteurs. De l'autre côté, ils sont l'un des plus gros acteurs sur le marché des produits dérivés au COMEX. Pendant des années, les régulateurs ont examiné leurs pratiques. En 2020, JP Morgan a accepté de payer 920 millions de dollars pour régler des accusations liées au spoofing. Cette pratique consiste à placer de faux ordres pour influencer le marché, puis à les annuler avant exécution, permettant d'acheter ou vendre à meilleur prix. 920 millions de dollars. Le chiffre est record. Mais pour une banque qui génère des dizaines de milliards de bénéfices, beaucoup considèrent cela comme un simple coût opérationnel. Une dépense nécessaire pour maintenir une position dominante sur le marché. Ce que cela nous indique, c'est que l'influence sur les cours est une réalité documentée, sanctionnée par la justice. Mais la question cruciale est, pourquoi cette pression sur les prix semble-t-elle s'alléger récemment ? Parce que la phase d'accumulation semble terminée. Les réserves sont constituées. Le coffre est plein. Désormais, l'intérêt de la banque pourrait s'aligner avec le vôtre. Une fois le stock sécurisé, une hausse des prix valoriserait considérablement leurs actifs, acquis à des niveaux bien inférieurs. C'est pourquoi nous voyons des analystes de grandes banques commencer à publier des notes positives sur les matières premières, évoquant un possible supercycle. Le marché est peut-être en train d'être préparé psychologiquement pour un changement de tendance majeur. L'acteur qui a pesé sur les prix pendant une décennie pourrait bien devenir le catalyseur de la prochaine hausse. Pourquoi 500%? Pourquoi un tel objectif de prix? Actuellement, l'argent oscille autour de 30 $. Une hausse de 500% nous amènerait à 104 $. Est-ce réaliste? Regardons l'histoire et l'inflation. Le record de 1980 était de 50 $. Le record de 2011 était de 50 $. C'est une résistance majeure sur les graphiques. Mais 50 $ en 1980 n'ont pas le même pouvoir d'achat que 50 $ en 2024. Si l'on ajuste le prix de 1980 en utilisant les chiffres officiels de l'inflation, le prix de l'époque équivaut à environ 160 $ d'aujourd'hui. Si l'on utilise des méthodes de calcul alternatives, comme celles utilisées dans les années 80, certains experts estiment que ce sommet équivaudrait à plus de 600 $ actuels. Donc, à 30 $, l'argent apparaît historiquement sous-évalué par rapport à la masse monétaire en circulation. Les algorithmes le détectent. L'or a déjà brisé ses records historiques, dépassant les 2000 puis 2400 $, tandis que l'argent reste en retrait. Historiquement, le ratio or-argent tourne autour de 15:1 ou 40:1. Aujourd'hui, il est proche de 81. Cela signifie que l'argent est particulièrement bon marché comparé à l'or. Un simple retour à la moyenne historique, avec un or fort, pourrait propulser l'argent vers les 100 $. Mais le pari ici n'est pas juste un retour à la moyenne. C'est le pari d'une rupture liée à la rareté physique, qui pourrait pousser l'argent au-delà des corrélations habituelles. Imaginez un ressort comprimé. Plus la pression a été longue, plus l'énergie accumulée est forte. Si cette pression se relâche, le mouvement ne sera pas linéaire, il sera violent. Le 500% n'est pas un chiffre magique. C'est le réajustement potentiel d'un marché qui a été sous pression alors que la demande réelle explosait. Il y a un dernier élément dans cette première partie du puzzle. C'est la vulnérabilité du marché papier. Le COMEX fonctionne sur la confiance. Les traders échangent des contrats, pas du métal. Mais cette confiance s'effrite. Nous voyons de plus en plus de gros acteurs demander la livraison physique, le delivery. Ils ne veulent plus de cash settlement, règlement en argent. Ils veulent en les barres. JP Morgan, en tant que gardien des plus gros coffres, voit ce flux. Il voit que les sorties nettes des coffres du COMEX et du LBMA à Londres. Les stocks enregistrés, ceux disponibles à la vente immédiate, ont chuté de manière spectaculaire depuis 2021. Ils savent que le moment de la rupture de stock, le moment où il n'y aura plus d'argent pour honorer les contrats papier, approche. C'est là que leur stratégie bascule. Jusqu'à présent, ils étaient short pour accumuler. Désormais, ils vont se positionner long, à l'achat, pour laisser courir les profits. Ils vont laisser le marché papier s'effondrer, regarder leurs concurrents, les petites banques et les hedge funds qui sont encore short, faire faillite et émerger comme les rois du pétrole, ou plutôt les rois de l'argent. C'est le principe du too big to fail. JP Morgan a nettoyé son bilan. Ils sont prêts. Le tsunami arrive et ils ont construit le barrage pour capter toute l'eau. Mais ce que nous venons de voir n'est que la partie financière de l'histoire. C'est la manipulation bancaire, ce qui rend la situation actuelle unique,
ce qui garantit pratiquement l'explosion du prix, ce n'est pas seulement ce que fait JP Morgan, c'est ce qui se passe dans le monde réel, dans les usines, dans les mines, dans les panneaux solaires sur votre toit. Il y a une force industrielle, une force physique, qui est sur le point de percuter ce marché financier fragile avec la violence d'un train de marchandises sans frein. Même si JP Morgan n'existait pas, même si aucune banque ne manipulait le cours, le prix de l'argent serait tout de même condamné à exploser. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons pas dans un ordinateur. Nous ne vivons pas dans les graphiques Excel de la Réserve fédérale. Nous vivons dans un monde physique, fini, régi par la géologie et la thermodynamique. Et dans ce monde réel, nous sommes en train de heurter un mur à 200 km/h. Wall Street traite l'argent comme une devise, une ligne de code sur un écran, mais l'industrie, elle, traite l'argent comme ce qu'il est vraiment, un métal stratégique irremplaçable. Sans argent, le monde moderne s'arrête. Sans argent, il n'y a pas d'électronique, pas de satellites, pas de missiles, et surtout, pas de révolution verte. C'est le grand secret que les politiciens et les lobbyistes de l'énergie verte oublient de vous dire. Leur utopie, net zéro, repose entièrement sur un métal rare que nous sommes en train d'épuiser à une vitesse terrifiante. On vous parle de décarbonation, on vous vend des panneaux solaires et des éoliennes comme de la magie. Mais la magie n'existe pas. Il n'y a que de la transformation de matière. L'argent est le métal le plus conducteur d'électricité et de chaleur de l'univers connu à température ambiante. Il est plus efficace que le cuivre, plus efficace que l'or. Il n'a aucun substitut économiquement viable pour les applications de haute performance. Regardez l'industrie solaire. C'est le patient zéro de la pénurie à venir. Il y a 10 ans, l'industrie photovoltaïque consommait une part marginale de l'argent mondial. Aujourd'hui, elle est en train de dévorer le marché. Selon le Silver Institute, l'industrie solaire a consommé près de 193 millions d'onces en 2023. C'est presque 20% de toute l'offre mondiale annuelle. Une seule industrie, un cinquième de la planète. Mais attendez, ça empire. Les optimistes vous diront « La technologie s'améliore, on utilisera moins d'argent par panneau ». C'est faux. C'est l'inverse qui se produit. Nous assistons à un changement technologique majeur. L'industrie passe des anciennes cellules solaires, PERC, aux nouvelles cellules de type N, TOPCon et hétérojonction. Pourquoi ? Parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces pour produire de l'électricité. Le problème ? Les cellules TOPCon nécessitent 50% d'argent en plus par panneau. Les cellules HJT en nécessitent jusqu'à 100% de plus. C'est le paradoxe de Jevons. Plus la technologie devient efficace, plus la demande pour la ressource critique augmente. Les projections conservatrices indiquent que d'ici 2030, l'industrie solaire pourrait consommer non pas 20%, mais 40%, voire 50% de l'offre mondiale d'argent. Réfléchissez une seconde. Si une seule industrie consomme la moitié du gâteau, que reste-t-il pour les autres ? Que reste-t-il pour l'électronique ? Pour la bijouterie ? Pour l'investissement ? Pour vous ? Rien. Il ne restera rien. Et nous n'avons même pas encore parlé du deuxième monstre, le véhicule électrique, VE. Une voiture thermique contient environ 15 à 20 grammes d'argent, principalement dans les contacts électriques. Une Tesla, un véhicule électrique moderne, c'est un ordinateur sur roue. Il contient entre 25 et 50 grammes d'argent. Certains modèles haut de gamme frôlent les 100 grammes. Les gouvernements occidentaux ont décidé d'interdire la vente de voitures thermiques d'ici 2035. Ils veulent remplacer 1,5 milliard de voitures à essence par des voitures électriques. Faites le calcul. Multipliez 1,5 milliard par 50 grammes. Il n'y a pas assez d'argent sur Terre, dans les réserves connues, pour permettre cette transition. C'est mathématiquement impossible avec les réserves actuelles. Nous nous dirigeons vers un choc frontal entre les rêves politiques et la réalité géologique. Et quand la politique affronte la géologie gagne toujours. Le prix devra monter à des niveaux dissuasifs pour décider qui aura le droit d'utiliser le peu d'argent qui reste. Il y a un autre acteur, plus discret, qui ne regarde pas le prix, mais la disponibilité. Le complexe militaro-industriel. L'argent n'est pas seulement un métal industriel ou monétaire, c'est un métal de guerre. Dans chaque missile Tomahawk, il y a environ 15 kilos d'argent. Dans chaque torpille, dans chaque satellite espion, dans chaque avion de chasse, l'argent est omniprésent. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous permettre une faillite électronique à Mach 2 ou dans le vide spatial. Vous avez besoin du meilleur conducteur, point final. Contrairement à l'or qui est stocké dans des coffres et recyclé, l'argent de guerre est détruit. Quand un missile explose, l'argent est vaporisé. Il est perdu à jamais. Il retourne à l'état de poussière. Nous avons passé les dernières décennies à tirer des missiles et à lancer des satellites, vaporisant littéralement notre stock d'argent stratégique. Aujourd'hui,
Alors que les tensions géopolitiques explosent, en Ukraine, au Moyen-Orient, à Taïwan, les armées du monde entier se réarment. La demande militaire pour l'argent est classifiée, mais nous savons qu'elle augmente. Pensez-vous que Raytheon, Lockheed Martin ou l'armée chinoise se soucient de payer l'argent 30 $ ou 100 $? Non, ils ont besoin du métal pour que leurs armes fonctionnent. Ils paieront n'importe quel prix. JP Morgan le sait. Ils savent que l'argent est le talon d'Achille de la défense moderne. En contrôlant le stock physique, ils tiennent les gouvernements par la gorge. L'argument classique des économistes de salon est le suivant. Si le prix monte, les mineurs vont creuser plus, l'offre va augmenter et le prix va redescendre. C'est la loi de l'offre et de la demande de base, mais l'argent est une exception bizarre. C'est un monstre économique. Pourquoi ? Parce que l'argent est inélastique. Voici le secret que très peu d'investisseurs comprennent. 72% de l'argent produit dans le monde n'est pas extrait de mines d'argent. Lisez bien cette phrase. La grande majorité de l'argent est un sous-produit. Il sort accidentellement des mines de cuivre, de zinc, de plomb et d'or. Quand une compagnie minière creuse pour du cuivre, elle trouve un peu d'argent. Elle le vend comme un bonus pour payer ses factures d'électricité. Cela signifie que l'offre d'argent ne dépend pas du prix de l'argent. Elle dépend de la demande de cuivre et de zinc. Si demain l'économie mondiale entre en récession, ce qui semble probable, et que la demande de cuivre et de zinc baisse, les mines de cuivre vont ralentir leur production. Et devinez quoi ? La production d'argent va baisser aussi. Même si le prix de l'argent explose à 100 $, c'est un phénomène rarissime, une crise de l'offre qui s'aggrave alors même que le prix monte. De plus, il n'existe presque plus de mines d'argent pures, les mines primaires. Pourquoi ? Parce qu'à 25 $ l'once, elles ne sont pas rentables. Les coûts de l'énergie, diesel pour les camions, électricité pour les broyeurs, ont explosé. La main-d'œuvre coûte plus cher. Les régulations écologiques bloquent les nouveaux projets. Et la géologie ? Elle est impitoyable. Les teneurs en minerais, la quantité d'argent par tonne de roche, s'effondre. En 2005, on trouvait en moyenne 13 grammes d'argent par tonne de roche extraite. Aujourd'hui, on est à peine à 6 grammes. Il faut creuser 2 fois plus de roches, utiliser 2 fois plus d'énergie pour obtenir la même quantité d'argent qu'il y a 20 ans. Nous avons mangé tous les fruits qui pendaient aux branches basses. Maintenant, il faut grimper au sommet de l'arbre, et c'est dangereux et coûteux. Le pic-argent, pic-silver, n'est pas une théorie pour le futur. C'est arrivé en 2016. La production mondiale a atteint un sommet en 2016 et ne l'a jamais dépassé depuis. Nous sommes sur une pente descendante, alors que la demande solaire est sur une pente verticale ascendante. Les deux courbes s'éloignent l'une de l'autre. L'écart se creuse. C'est ce qu'on appelle le déficit structurel. Les chiffres du Silver Institute sont formels et ils sont terrifiants pour quiconque est short sur le marché. 2021, déficit de 81 millions d'onces. 2022, déficit record de 253 millions d'onces. 2023, déficit de 184 millions d'onces. 2024, en route vers un autre déficit massif. Cela fait 4 années consécutives où le monde consomme beaucoup plus d'argent qu'il n'en produit. D'où vient l'argent manquant ? Il vient des stocks au-dessus du sol. Les lingots dans les coffres de Londres et de New York. Nous sommes en train de manger nos réserves. Nous brûlons les meubles pour chauffer la maison. Les stocks suivis par le LBMA, Londres, et le COMEX, New York, sont en chute libre. Ils ont perdu près de 40 à 50% de leurs inventaires depuis 2021. Imaginez un supermarché qui ne reçoit plus assez de livraisons et qui vide son arrière-boutique depuis 3 ans. Les étagères commencent à avoir des trous. Bientôt elles seront vides. Quand les stock counter tampons seront épuisés, et au rythme actuel, cela pourrait arriver dans 12 à 24 mois, il n'y aura plus de filet de sécurité. Les utilisateurs industriels, Apple, Tesla, Samsung, se retrouveront face à face avec les investisseurs pour se battre pour chaque once sortant de la mine. Ce ne sera pas une enchère polie. Ce sera une émeute. Les industriels ne peuvent pas se permettre d'arrêter leur chaîne de production de milliards de dollars pour économiser 50 $ sur une once d'argent. Ils paieront 100, 200, 500 $ s'il le faut. Le prix de l'argent est une goutte d'eau dans le coût total d'un iPhone ou d'une Tesla. L'argent est inélastique au prix, pour l'industrie aussi. C'est la définition même d'un squeeze. C'est pour cela que JP Morgan a accumulé. Ils ont vu les données géologiques, ils ont vu les mandats solaires, ils ont fait le calcul simple, il n'y en aura pas assez. Maintenant, nous devons aborder la question centrale. Comment cette situation pourrait-elle évoluer ? Et surtout, comment naviguer si le marché venait à céder ? Car il faut être réaliste, une telle transition ne serait probablement pas douce. Si un mouvement majeur sur l'argent se déclenche, il pourrait impacter de nombreux acteurs. Les vendeurs à découvert, certaines institutions financières, et l'épargne de ceux qui restent exposés uniquement à la monnaie papier.
JP Morgan semble avoir anticipé cette situation. Voici le scénario que beaucoup redoutent, et voici des stratégies pour s'y préparer. Le jour où le marché basculera ne sera peut-être pas annoncé par une conférence de presse. Il pourrait commencer par des signaux faibles avant de devenir évident. Le mécanisme repose sur le concept de découplage. Aujourd'hui, le prix spot visible sur les écrans correspond souvent à des contrats papier sur le COMEX. Le scénario anticipé par certains analystes est celui d'un défaut de livraison. Imaginez ceci. Un acteur industriel majeur arrive à l'échéance de son contrat. Il ne veut pas de cash. Il a besoin du métal pour sa production. Il demande la livraison physique. Si les stocks enregistrés sont insuffisants ou si le métal a été alloué à plusieurs parties, la bourse pourrait déclarer la force majeure. En termes simples, cela signifierait « nous ne pouvons pas livrer le métal ». Voici l'équivalent en dollars. Mais l'industriel a besoin de matières premières, pas de papier. Il se tournerait alors vers le marché physique réel, prêt à payer le prix fort. À cet instant, le prix spot, papier, pourrait devenir déconnecté de la réalité. Le prix réel pour obtenir une barre physique pourrait bondir bien au-delà des cotations officielles. C'est ce qu'on appelle le grand divorce entre le marché financier et la réalité physique. Dans ce cas, les détenteurs de certains produits financiers papier pourraient se retrouver liquidés en cash, tandis que le métal réel deviendrait difficilement accessible. C'est la logique derrière l'accumulation de physique. En cas de crise de liquidité, posséder l'actif réel est une sécurité. C'est ici que la stratégie de long terme de JP Morgan prend tout son sens. Après avoir été un acteur majeur côté vendeur, la banque dispose désormais de stocks considérables. Si le marché bascule, leur position pourrait s'inverser totalement. S'ils cessent de vendre, ou s'ils se positionnent à l'achat, la pression à la baisse disparaît. Le prix pourrait alors entrer en mode découverte, cherchant son véritable équilibre entre l'offre et la demande. Avec des réserves estimées à des centaines de millions d'onces, chaque hausse du cours valoriserait massivement leur bilan. Si le prix venait à se multiplier, la valorisation de leur stock physique atteindrait des sommets. Ils passeraient alors du statut d'acteur controversé à celui de pilier du système, disposant des réserves nécessaires pour les industries stratégiques. Mais il y a une autre dimension à surveiller, l'évolution vers le numérique. Le système monétaire actuel fait face à des défis structurels majeurs, notamment la dette et l'inflation. La réponse qui se dessine est l'arrivée des monnaies numériques de banques centrales, MNBC. Contrairement aux crypto-monnaies décentralisées, les MNBC sont centralisées. Leur programmabilité soulève des questions légitimes sur la vie privée et le contrôle. Certains craignent que ces outils permettent théoriquement d'appliquer des taux négatifs ou de restreindre l'utilisation des fonds selon certains critères. Dans ce contexte, les actifs tangibles comme l'argent physique et l'or jouent un rôle particulier. Ils sont privés, hors circuit numérique direct, universellement reconnu, sans risque de contrepartie bancaire directe. Pour les investisseurs, c'est un moyen de diversification hors du système purement numérique. Pour les banques, c'est un moyen de sécuriser leur bilan, avec des actifs réels. C'est une période charnière. Sécuriser des positions en métaux précieux avant que d'éventuelles restrictions ou pénuries ne surviennent est une stratégie adoptée par de plus en plus d'initiés. Alors, quelle stratégie adopter ? Voici des principes souvent cités par les experts pour naviguer dans ce contexte. Principe numéro 1, la possession physique. Beaucoup d'experts recommandent de privilégier le métal physique aux contrats papier ou aux comptes non alloués pour éviter le risque de contrepartie en cas de force majeure. Principe numéro 2. La liquidité et la reconnaissance. Privilégier les pièces émises par des États souverains, Silver Eagles, Maple Leafs, Britannias. Elles sont reconnues mondialement, difficiles à contrefaire et bénéficient souvent d'une fiscalité avantageuse selon les pays. En cas de besoin, elles sont plus faciles à échanger. Principe numéro 3. Attention aux primes. L'objectif est souvent d'accumuler le maximum de poids en métal. Les pièces de collection ou numismatiques ont des primes élevées qui ne reflètent pas forcément la valeur du métal. Le bullion, métal d'investissement, standard, est souvent préféré. Principe numéro 4. La sécurité du stockage. La diversification du stockage est clé. Beaucoup déconseillent de tout laisser en coffre bancaire pour éviter les risques de blocage institutionnel. Une partie peut être gardée accessible de manière sécurisée, et pour les quantités plus importantes, le stockage privé hors système bancaire dans des juridictions stables, Suisse-Singapour, est une option prisée en s'assurant que le métal est alloué et ségrégué. Principe numéro 5. La régularité. Plutôt que d'attendre un point bas hypothétique, la stratégie du lissage, acheter régulièrement, permet de construire une position solide sans essayer de deviner le marché à court terme. Nous sommes potentiellement à la fin d'un cycle monétaire. Le retour vers les actifs réels semble être une tendance lourde.
Les fondamentaux industriels et les mouvements des grandes banques comme JP Morgan indiquent que le statu quo pourrait ne pas durer. Tous les indicateurs suggèrent une tension croissante sur l'offre physique. La question n'est pas de savoir si une revalorisation aura lieu, mais de savoir qui sera positionné correctement lorsque cela arrivera. Il est temps d'analyser vos options, de protéger votre patrimoine et de prendre des décisions éclairées. C'était Secret financier. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour continuer à décrypter l'économie réelle, n'oubliez pas de vous abonner.